Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Niveau d'Info tous les soirs, de lundi à vendredi pour votre émission Niveau de Soir, une émission de débat et de décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste. Une réunion internationale sur l'Afghanistan s'est ouverte les 1er et 2 mai à Doha sous la présidence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'objectif, c'est pour clarifier les attentes selon le diplomate onusien dans un certain nombre de dossiers. D'abord, qui est-ce qui ont participé à cette réunion? Il y a eu 25 États qui ont participé à cette réunion. On ne pourra pas les citer tous, mais il y avait la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, bien sûr les États-Unis. Il y a un certain nombre d'organismes comme l'Union européenne, l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, etc., le Pakistan. On a rassemblé un certain nombre de pays pour voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que les talibans sont au pouvoir, Justement, c'est qu'est-ce devenu qu'on un fait fait. par rapport à quoi? C'est un fait qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir en Afghanistan. Mais en même temps, c'est un fait qu'ils ne sont pratiquement reconnus par aucun État dans le monde. Ce qui fait qu'en termes de relations avec l'Afghanistan, il y a un problème. Et même les Nations Unies ont un problème. Il y a un siège de l'Afghanistan aux Nations Unies qui va occuper Qui va l'occuper? ce siège. De la même manière, quand les Nations Unies interviennent dans un pays, les Nations Unies ont un interlocuteur dans le pays et ça commence par le gouvernement officiel, bien sûr, au niveau du pays. Avec l'Afghanistan, jusqu'à présent, on contourne, on essaie de passer par des voies détournées, par les ONG, etc. Et ça commence à poser problème parce que le pouvoir afghan avec les talibans commence à exiger, à être l'interlocuteur parce que ce sont eux qui sont au pouvoir en Afghanistan aujourd'hui. Certainement, la réunion a dû discuter de cette question-là également pour voir comment faire, sur quelle base nouer des relations avec l'Afghanistan, puisque malheureusement, il y a des populations là-bas qui sont aujourd'hui dans la détresse de façon très claire. Il faut venir au secours de ces populations avec les organismes spécialisés des Nations Unies qui s'occupent des femmes, qui s'occupent des enfants, de la santé, de l'éducation, etc. Mais ces organismes ont besoin d'un interlocuteur. Si on ne considère pas l'État afghan comme un interlocuteur, qui sera l'interlocuteur? 25 pays invités à cette réunion convoquée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, mais sans l'Afghanistan concerné, on va le dire ainsi, puisque les talibans au pouvoir n'y étaient pas à cette rencontre. Mais pourquoi? Est-ce que c'est un boycott ou tout simplement ils n'ont pas été invités? Ils n'ont pas été invités, ils n'ont pas boycotté. D'ailleurs, le porte-parole du régime afghan a dénoncé la réunion en disant comment on peut tenir une réunion où on parle de l'Afghanistan alors que les Afghans eux-mêmes ne sont pas représentés. En disant Afghans, bien sûr, il parlait de ceux qui dirigent actuellement l'Afghanistan. Mais ça fait partie des curiosités, si je peux l'appeler ainsi, des rencontres internationales. N'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, avant que les talibans ne prennent le pouvoir, les États-Unis se sont permis de négocier sur la question de l'Afghanistan avec les talibans, qui sont au pouvoir actuellement, qui étaient à l'époque des rebelles, sans inviter le gouvernement officiel reconnu à l'échelle Le gouvernement internationale. d'alors? Oui, sans les inviter. Donc on est sur la même, j'allais dire, on est sur le même mode opératoire. On a tout simplement inversé cette fois-ci les interlocuteurs. Cette fois-ci, c'est les talibans qui sont au pouvoir, on ne les a pas invités, alors qu'ils avaient discuté, à Doha même d'ailleurs, c'est dans le même endroit qu'ils avaient discuté avec les Américains. Une réunion du genre n'est pas sa première organisation. Oui, jusqu'à avoir un accord qui faisait que les Américains devaient quitter l'Afghanistan, ce qu'ils ont fait, et c'est le départ des Américains qui a entraîné la prise du pouvoir par les Afghans. Donc ce n'est pas la première fois qu'on discute d'un pays sans pour autant que les concernés ne soient là. Ça a été fait avec la Libye, sur plusieurs rencontres internationales qui n'ont pas donné malheureusement de résultats. Avant la réunion du 1er mai, un groupe de femmes a manifesté samedi dernier à Kaboul pour s'opposer à toute reconnaissance internationale du gouvernement taliban. Vous le disiez tantôt, c'est un des dossiers, des sujets discutés à cette réunion. Quels autres dossiers ont été mis sur la table? Ces femmes avaient bien vu, puisque le problème était déjà sur la table. Puisqu'il y avait déjà des difficultés par rapport à cette relation, par rapport à l'Afghanistan. Et ces femmes avaient craint que à l'issue de la réunion, qu'il y ait une reconnaissance du pouvoir des talibans.
Les reconnaître, c'est leur donner bien sûr une certaine légitimité sur le plan international, c'est leur permettre de mieux asseoir leur pouvoir, de pouvoir davantage se mettre en collaboration avec tout ce qui existe à l'échelle internationale. Donc ces femmes avaient anticipé, mais ce n'était pas seulement la question de la reconnaissance ou pas qui était le problème de ces femmes. Ces femmes anticipaient parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le régime afghan a pratiquement mis out les femmes. Justement, le statut des femmes sous les talibans est en difficulté. Donc, les femmes ne veulent pas que ce régime soit reconnu sans pour autant qu'on ne redonne aux femmes leurs droits. Parce que ce n'était pas seulement pour qu'on ne reconnaisse pas le régime seulement, mais c'est pour que les femmes, les filles puissent retourner à l'école, que les étudiantes puissent retourner à l'université. Oui, et que les dernières mesures... Depuis leur arrivée au pouvoir en août 2021, les talibans ont multiplié des mesures liberticides à l'encontre des femmes, notamment l'accès à l'université et à l'école secondaire leur est par exemple interdit. Quelle est la situation aujourd'hui, 2 ans plus tard? Mais la situation, c'est le statu quo. C'est le statu quo et ce n'est pas la première fois que les Afghans sont arrivés au pouvoir. On est retourné à ce qu'on appelle en Afghanistan les écoles clandestines. Où vous avez des enseignants, vous avez des enseignantes qui considèrent que ces femmes doivent pouvoir aller à l'école, qui organisent des écoles clandestines à l'intérieur des maisons. Et malheureusement, avec des risques, parce que quand on t'attrape, tu vas devoir t'expliquer avec la loi des talibans et cette loi n'est pas du tout une loi qui est douce. Donc, une partie des filles continue à étudier, mais bien sûr, c'est une toute petite partie parce qu'on ne peut pas faire de la clandestinité avec un grand nombre. À l'université, c'est la même chose. Maintenant, ce qui est curieux, c'est qu'au départ, quand les talibans sont arrivés, dans les premières négociations avec la communauté internationale, les talibans avaient dit qu'ils vont laisser les filles aller à l'école, puisque ça faisait partie des conditions pour que la communauté internationale continue ses relations avec l'Afghanistan. Mais malheureusement, ils ont semblé accepter. Les filles sont allées effectivement à l'école. Les filles sont allées à l'université d'abord. Et c'est par la suite qu'on est revenu sur aussi bien les filles ne vont pas à l'école que les étudiantes ne vont pas également à l'université. Les images ont été médiatisées. On trouvait dans les salles d'université un rideau qui séparait la place des filles et des garçons à l'université. Oui, c'était le choix des talibans, c'était la condition des talibans pour que les accepter filles à nouveau reviennent à l'université. Mais ce choix même n'a pas finalement continué. Puisque malgré le rideau, ça n'a pas empêché qu'on a demandé aux filles de quitter. Bon, quand on disait le temps qu'on puisse trouver des femmes qui vont pouvoir instruire les femmes, mais aujourd'hui, on se rend compte que la décision n'était pas seulement une question de femmes qui puissent instruire les femmes. On se retrouve dans un pays très divisé. Oui, un pays divisé parce que les Afghans sont arrivés, les talibans plutôt sont arrivés au pouvoir, alors que l'Afghanistan était déjà divisé. Parce que le régime qui était là-bas, il faut le dire, c'était un régime marionnette à la solde des Américains. C'est les Américains qui les tenaient sur tous les plans, social, économique, tout. Le jour où les Américains sont partis, tout le monde a vu. Pourtant, les États-Unis avaient dit non, ils ont formé l'armée afghane. L'armée afghane est capable d'assurer la sécurité du pays. Mais quand ils sont partis, les talibans ont mis combien de semaines pour prendre le pouvoir? Mais c'est allé comme une vague. Et ils ont balayé tout ce qui existait sur place. Mais parce que les Américains, les Américains voulaient partir déjà. Trump était encore plus pressé de faire partir les soldats américains. Mais c'est eux qui ont mis indirectement les talibans au pouvoir. Parce qu'ils n'ont rien laissé sur place qui soit capable de faire face aux talibans. Malgré que ceux qui étaient là, comme officiels, on les voyait prendre la parole dans les organismes internationaux et tout, mais tout le monde savait qu'ils ne représentaient pas grand-chose en Afghanistan parce qu'ils n'osaient pas sortir de Kaboul à l'époque. Un des sujets également discutés probablement à cette réunion, puisque l'ordre du jour n'a pas été rendu public, c'est l'interdiction par les talibans aux femmes de travailler avec les organisations internationales en Afghanistan, notamment les ONG onusiennes. C'est une situation qui met aussi à mal les opérations humanitaires dans le pays. Mais c'est une situation critique même. Je disais tout à l'heure que les Américains étaient portés les Afghans plutôt, le régime était porté à bout de bras par les Américains, mais le régime était pratiquement sous perfusion à cause des Américains, puisque l'État fonctionnait avec 80% de subventions. Je dis bien 80% de subventions. Et quand les talibans sont arrivés, une bonne partie des subventions ont été coupées. De sorte que finalement, l'État n'étant plus un interlocuteur, ce sont les ONG
ce sont les organismes spécialisés des Nations Unies qui étaient là en train d'aider les populations afghanes. Mais dans ce travail, concernant les enfants, concernant les femmes, mais le public cible, même quand il s'agit des enfants, c'était les femmes, puisque c'est la maman généralement qui amène l'enfant. Et les talibans ne voulaient pas accepter que ces femmes soient consultées par des hommes, par exemple. Donc, dans ces ONG, il y avait un très grand nombre... religieuses. Conditions religieuses, je dirais que c'est exagéré parce que quand il n'y a pas une femme pour consulter une femme, c'est bien sûr un homme qui va le consulter. Je ne vois pas comment on va dire à quelqu'un tu es malade, attends qu'il y ait une femme. Et bon, que les talibans nous expliquent aussi, parce que si les femmes ne vont pas à l'école primaire, si les femmes ne vont pas à l'université, quand est-ce qu'elles vont devenir médecins? Quel avenir pour le pays si, Ah non, pas l'avenir pour le pays. Quand tu dis que c'est une femme qui doit consulter une femme, il faut que la femme qui consulte la femme devienne médecin. Tout à fait. Si la femme ne fait pas le primaire, elle ne fait pas le secondaire. Ni l'université. Ben, dites-moi comment cette femme va devenir médecin. Donc il y a quand même un paradoxe ici dans ce discours-là. Mais ils ont tenu à cela. Donc ces organismes ont surtout fonctionné parce qu'une bonne partie du personnel des organismes étaient des femmes. Que ce soit les ONG, que ce soit les organismes des Nations Unies. Ils ont d'abord interdit aux femmes afghanes de travailler avec les ONG. Ce qui signifiait que pratiquement les ONG ne pouvaient plus travailler. Parce que si les femmes ne sont pas là, elles n'ont plus accès aux femmes. Presque elles n'ont plus accès aux enfants, alors que c'est sur ces deux domaines que ces ONG travaillaient le plus. Ils ont fait la même chose avec les Nations Unies, alors qu'aujourd'hui, une bonne partie des Afghans vivent de l'aide. Et cette aide est portée par les ONG, par les organismes internationaux qui utilisaient les femmes pour pouvoir accéder à ces personnes qui sont dans le besoin, mais les empêcher de travailler, c'est bloquer tout simplement ce travail qui se faisait par les ONG, par les organismes internationaux pour les populations afghanes. Ce sont là les sujets cruciaux discutés à cette réunion, mais avec l'absence des talibans, est-ce que cette fois on pourrait espérer une avancée? Pour rappel que ce genre de réunion n'est pas à sa première organisation. Oui, il y a eu plusieurs rencontres, mais 25 États plus des structures internationales, c'est la première fois. Parce que la situation en Afghanistan est devenue problématique. On a pensé à un certain moment que le régime va tomber avec les sanctions. Ils ne sont pas reconnus, il n'y a pas d'aide, mais le régime n'est pas tombé. Donc, on sera obligé d'aller vers ce qu'on appelle le réalisme. C'est-à-dire prendre acte, comme on le dit tout le temps quand il y a coup d'État quelque part, et après voir comment travailler avec ce qui est là, en y mettant des conditions. Ce qui est curieux, les Nations Unies sont très friands de comptes rendus quand ils finissent avec une rencontre. Sur le site des Nations Unies, il n'y a qu'un compte rendu et aucune mesure n'a été annoncée. Ça ne signifie pas que quelque chose n'a pas été dit, mais peut-être que quelque chose sera en relation avec des exigences par rapport aux Afghans, parce que les Américains et autres ont envoyé des gens discuter avec les responsables afghans qui sont actuellement au pouvoir, sans pour autant avoir jusqu'à présent quelque chose de concret en matière de résultats. Puisque dans la discussion, on met tout le temps la question des femmes, la question du respect des droits de l'homme de façon générale, et sur ces questions, pour le moment, les talibans ne veulent pas du tout changer leur position. Des résultats concrets, pas encore. Mais alors, selon vous, est-ce que la communauté internationale fait ce qu'il faut pour résoudre le problème afghan? Ils sont en train de faire, à la limite, ce qu'ils peuvent, mais avec difficulté. Puisque la première posture, c'était de dire « niet » aux Afghans en espérant les mettre en difficulté. On est même allé très loin en privant les populations afghanes. Dire net aux talibans, c'est les amener à céder le pouvoir. Mais bien sûr, c'était ça le premier objectif. Les mettre en difficulté en espérant, puisqu'il y avait déjà des femmes qui avaient commencé à marcher et autres, que cela pourrait aboutir peut-être à une remise en cause du pouvoir, à leur faire perdre le pouvoir. Mais ça, c'était ne pas connaître l'Afghanistan parce que c'est les talibans qui tenaient l'Afghanistan. C'est ça la vérité. Il n'y avait que quelques villes où il y avait un semblant d'administration porté par les Américains. Et on a vu ce qui s'est passé avec le départ des Américains. Ils ont laissé faire, ils ont espéré que ces populations en difficulté vont peut-être se soulever, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Bon, certains pays arabes, par exemple, les Émirats arabes unis, à un certain moment, ont trouvé que ce n'était pas admissible qu'on laisse les populations payer un prix pour des pots qu'ils n'ont pas cassés.
ont commencé à envoyer de l'aide humanitaire quand même pour permettre à ces populations de pouvoir se débrouiller parce qu'il n'y avait plus rien. Même les médecins étaient là et tu recevais un malade, tu n'avais absolument rien pour soigner, du matériel pour faire la consultation, etc. Puisque les Américains étaient partis avec tout. Ça pose un problème maintenant humanitaire. Et à cause de ce problème humanitaire, on risque de changer de posture parce qu'on ne peut pas continuer à regarder une bonne partie des populations afghanes, ça fait pratiquement des dizaines de millions de personnes quand même, 38 millions. On ne peut pas les laisser comme ça dans la difficulté parce qu'on n'est pas d'accord simplement avec le régime qui est en place. L'objectif de cette réunion, selon le diplomate tunisien Antonio Guterres, c'est pour clarifier les attentes des différentes parties prenantes. À quoi donc peut-on s'attendre dans les prochains jours? On peut s'attendre à ce qu'il y ait un minimum d'entente. Puisque quand vous regardez les pays qui ont été invités, vous avez les États-Unis qui ont été longtemps actionnaires, je dirais, dans ce qui se passe en Afghanistan. Vous avez la Russie qui était là-bas avant les États-Unis. Vous avez la Turquie, les Émirats arabes unis. Je ne peux pas citer tous les pays, mais ces pays actuellement n'ont pas la même position sur l'attitude à avoir par rapport aux Afghans. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la réunion s'est faite en huis clos. Puisqu'on est certainement en train de vouloir harmoniser. Et décider d'une même voie. Voilà, pour avoir une seule attitude que les pays vont avoir par rapport au régime afghan. Parce que le problème, ce n'est pas la population afghane, mais c'est la relation avec le pouvoir afghan. Tout le monde est conscient que les populations afghanes ont besoin d'aide. Il faut que la communauté internationale fasse quelque chose. Maintenant, vous avez cet éternel problème. Vous prenez l'État comme interlocuteur, vous envoyez l'aide, les Afghans prennent, ils s'en chargent d'abord eux-mêmes, ils se servent d'abord eux-mêmes parce qu'ils vont en avoir besoin comme les populations. Bon, il y a tout le temps ces difficultés qui sont là, certainement. Ils n'ont peut-être pas trouvé un terrain d'entente. C'est pourquoi il n'y a pas eu de communiqué, mais même si ce n'est pas le cas, les choses vont continuer pour qu'un terrain d'entente soit trouvé. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. La suite, ce sera avec le plateau de l'invité.